toutes et tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce premier Club des experts de l'année. Ce Club des experts, je le rappelle, qui est organisé par le CIC Sud-Ouest en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Bordeaux. Donc ce premier club de l'année sera consacré, donc une heure pleine, animé par Emmanuel Rejambeau et Frédéric Colasson, que vous allez découvrir tout de suite, sera consacré, ce premier club de l'année, à la loi de finances 2021. Et comme vous le savez, nous souhaitons que ce club d'experts soit au service des territoires, des entreprises, des acteurs économiques de notre territoire. Et on le veut très concret et on espère que, à l'issue de cette heure passée avec nos experts, vous aurez quelques pistes pour réfléchir au mieux à votre stratégie de l'année à venir. Je vous souhaite en tout cas à cette occasion une excellente année à toutes et tous et en espérant vous retrouver régulièrement à travers de ce club. Bonne séance. Qui concerne à la fois la fiscalité des particuliers, la fiscalité des entreprises. Nous irons un petit peu au-delà de la présentation pure et stricte de la loi de finances en vous rappelant certains dispositifs qui avaient été votés l'année dernière, notamment lors de la 3e loi de finances rectificative pour 2020 en ce qui concerne les droits de donation. Et nous irons également, nous vous présenterons également certaines mesures en ce qui concerne le contrôle fiscal, notamment du fait de la pandémie, à savoir qu'il y a eu une suspension des contrôles fiscaux et que ce délai de suspension des contrôles fiscaux a des répercussions dans les contrôles actuels. Voilà. Donc, dans un premier temps, le sommaire de cette loi de finances. On vous rappellera brièvement le contexte budgétaire dans lequel cette loi de finances 2021 a été votée, un contexte particulièrement difficile. Nous vous présenterons ensuite les principales mesures, pour nous les plus importantes en ce qui concerne la fiscalité des particuliers, des entreprises. On vous parlera des quelques réformes en matière de droit d'enregistrement. On parlera également de la fiscalité des aides Covid et enfin on parlera on attirera votre attention sur les procédures de contrôle fiscal actuelles. Alors, avant de présenter une loi de finances, il est toujours bien de savoir dans quelle ambiance cette loi de finances pour 2021 a été votée. Comme vous pouvez l'imaginer, dans un contexte particulièrement difficile. Les chiffres pour 2020 sont particulièrement éloquents. Prévision de croissance pour 2020, moins 10%. On attend un rebond, on espère un rebond pour 2021 de l'ordre de 8%. On l'espère. Les déficits publics estimés à la fin de l'année 2020 s'élèvent à 11,3% du PIB. On est largement au-dessus des plafonds imposés par Maastricht qui est de 3%. La dette publique a augmenté de manière phénoménale. On était à un endettement public de 98,1% à la fin de l'année 2019 et on est passé à un déficit public attendu de l'ordre de 120%, ce qui représente en valeur sonnante et trébuchante à peu près 2700 milliards d'endettement public, chiffre qui nous a été communiqué pour l'endettement estimé à la fin du 3e trimestre 2020. Compte tenu du ralentissement de l'économie, recul des recettes publiques de l'ordre de 90 à 100 milliards d'euros. Et en même temps, alors qu'elle encaisse moins de recettes publiques, l'État a été obligé de décaisser pas mal d'argent, notamment pour pour financer les différents dispositifs de soutien et d'aide d'urgence, à savoir 29 milliards débloqués pour les mesures de chômage partiel, 17 milliards pour le fonds de solidarité et 32 milliards pour les autres mesures. Vous voyez
la balance est compliquée à maintenir. À cela, ça rajoute les 128 milliards de prêts garantis par l'État. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces prêts ne sont pas encore comptabilisés, puisque dans les dépenses ces prêts, s'ils sont remboursés par les entreprises, tout va bien. S'ils ne sont pas remboursés, évidemment, ça creusera l'endettement public. Bref, au vu de ça, j'ai eu moi-même la surprise de voir que la France était devenue le premier contributeur de la dette publique de l'Union économique et monétaire et que malheureusement elle est passée devant l'Italie. Alors, dans cette situation budgétaire, on va dire très compliquée, il y a un seul lot de consolation, c'est les taux d'emprunt. Les taux d'emprunt pour financer cette dette sont bas, voire négatifs, ce qui permet à la France de faire face à son endettement, mais cette situation ne pourra durer que tant que la Banque Centrale Européenne ne relèvera pas ses taux directeurs. Donc, bon, à voir pour la suite. Donc, je vais passer la parole à ma collègue Emmanuelle, qui va vous faire un topo sur la fiscalité des particuliers. Merci Frédéric. Donc pour débuter ces développements sur la fiscalité des particuliers, nous allons parler de la revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu. Comme tous les ans, revalorisation. Petit focus quand même sur la loi de finances pour 2020, il y avait donc quelques petites modifications. Donc le barème coûte toujours 5 tranches, de ce côté-là rien ne change. Toutefois, le taux de la deuxième tranche est passé de 14 à 11%, comme vous pouvez voir sur les slides. Et compte tenu de la progressivité de l'impôt sur le revenu, cette baisse aurait dû profiter à l'intégralité des contribuables, mais pour qu'elle ne favorise que les foyers les plus modestes, les seuils d'entrée des troisième et quatrième tranches, celles de 30 et 41%, ont été abaissées. La loi de finances pour 2021, comme je vous l'ai dit, donc revalorise le barème à hauteur de 0,2%, ce qui est assez faible, mais qui correspond à l'augmentation du coût de la vie entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2021. Petit rappel également, il existe toujours la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, de 3 à 4% si le revenu fiscal de référence des contribuables est supérieur à 250 000 € pour un contribuable célibataire ou 500 000 € pour un couple. Et cela donc cette contribution se rajoute à l'impôt sur le revenu dans ce cas particulier. Pas de changement de ce côté-là. Je vais vous parler du plafonnement des effets du quotient familial. Donc, l'avantage en impôt qui résulte de l'application du quotient familial est limité pour chaque demi-part ou quart de part qui s'ajoute au nombre de parts suivantes. 2 parts pour les couples mariés ou pacsés soumis à une imposition commune, et ainsi que les veufs et les veuves dont le conjoint ou partenaire de Pacs est décédé au cours de l'année d'imposition. 1 part dans les autres cas, c'est-à-dire pour les célibataires, les divorcés, ainsi que les personnes mariées ou soumises à une imposition ou pacsées, voilà, soumis à une imposition séparée, ainsi que les veufs et les veuves, ainsi que partenaires de Pacs, donc qui ont vu leur conjoint ou partenaire décédé au cours de l'année précédente, l'année d'imposition. Donc ce plafonnement, le montant maximal de l'avantage en impôt attaché à la demi-part ou à la quart de part supplémentaire, ou au quart de part supplémentaire, est limité à 1 570 € par demi-part supplémentaire, contre 1 567 € l'année dernière, et 785 € par quart de part supplémentaire pour un enfant en résidence alternée, contre 783,50 l'an dernier. Bon, la différence est faible, mais il faut quand même le souligner. En ce qui concerne les pensions alimentaires versées à un enfant majeur, la déduction peut se faire dans la limite de 5 959 € par enfant, contre 5 947 € l'an dernier. Alors, un petit conseil pour les contribuables qui sont imposés dans les hautes tranches d'imposition. Il y aura un calcul à faire entre savoir si je maintiens le rattachement de mes enfants à mon foyer fiscal ou si je les détache et que je leur verse une pension alimentaire. On peut croire que bien souvent dans les hautes tranches, il vaut mieux détacher l'enfant de son foyer fiscal et lui verser une pension alimentaire. Cela procurera un avantage fiscal supérieur au maintien de l'enfant ou des enfants dans le foyer fiscal. Donc ça, c'est un calcul à faire, très simple.
Alors, autre fait très important, le Conseil constitutionnel, en 2020, a rendu deux décisions très importantes, portant l'une sur le régime fiscal des prestations compensatoires versées en cas de divorce, et l'autre sur le régime fiscal des versements liés à la contribution aux charges du mariage. Donc, deux décisions importantes. Je vais vous faire un petit rappel de ce qui était l'état du droit avant la décision du Conseil constitutionnel. Donc, pour les prestations compensatoires, donc en cas de divorce, s'il y a le versement d'une prestation compensatoire, elle peut se faire sur plusieurs formes. Donc, en capital, donc le versement d'une somme unique, en rente mensuelle. Ça peut être également une prestation compensatoire mixte, à savoir une partie capitale, une partie rente. Jusqu'à présent, le dispositif fiscal prévoyait un avantage, une réduction d'impôt à hauteur de 25% des sommes versées dans le cadre d'un versement sous forme de capital dans les 12 mois suivant le divorce. Donc, avantage donc quand même assez important, qui n'était pas possible dans l'hypothèse d'un versement d'une prestation compensatoire mixte, à savoir capital et rente en même temps. Donc, le Conseil constitutionnel a considéré qu'il y avait une distorsion, un déséquilibre entre les contribuables, et a retoqué donc ce dispositif qui a été déclaré inconstitutionnel. Donc, la loi de finances pour 2021 en a tiré des conséquences, à savoir que le dispositif maintenant est le même, que le versement soit donc un capital ou mixte, à savoir rente et capital. Chose très importante, ce dispositif donc, de la loi de finances pour 2021 est applicable à compter des sommes versées en 2020. Cela dit, pour ceux qui sont encore dans le délai de prescription, à savoir sommes versées en 2018 ou 2019, je peux vous conseiller de faire des réclamations contentieuses auprès de l'administration fiscale en soulignant donc l'inconstitutionnalité de certaines de ces règles pour pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal et de cette réduction donc, de 25%. Voilà, deuxième chose, en ce qui concerne la déductibilité des sommes versées au titre de la contribution aux charges du mariage, là aussi il y avait une distorsion que le Conseil constitutionnel a retoqué, à savoir qu'il y avait la possibilité de déduire, donc pour la personne qui verse cette contribution, donc de déduire les sommes, seulement dans l'hypothèse où ces sommes étaient versées suite à une décision de justice. Si elles étaient versées spontanément, elles ne donnaient pas droit à déductibilité. Là aussi, inconstitutionnalité de la mesure. Donc, la loi de finances pour 2021 est venue combler donc cette lacune. Donc, il faudra bien justifier quand même du versement des sommes en question. C'est ça, toujours justifié bien évidemment. Là encore, vous pouvez faire des réclamations contentieuses pour les sommes versées au titre des années 2018 et 2019. Alors, on verse d'un côté, on déduit, mais de l'autre côté, on déclare. Tout à fait. On est bien d'accord. Hein. Oui. Là, c'est la personne qui reçoit, bien évidemment, le déclare. On continue en ce qui concerne donc, la fiscalité des particuliers. Je vais vous parler de l'abandon progressif du CITE, donc le crédit d'impôt transition énergétique, par une prime versée par l'ANA. L'ANA, c'est l'Agence nationale de l'habitat qui s'appelle MaPrimeRénov'. Donc, qu'est-ce que c'est MaPrimeRénov'? Donc, comme je vous l'ai dit, une prime pour la rénovation énergétique, elle est accessible à tous les propriétaires, même de biens destinés à la location. Il y a plusieurs strates de bonification. Donc, il y a un premier bonus pour les biens les plus énergivores, on va dire. Ça s'appelle le bonus sortie de passoire. Pour les biens donc classés en énergie F et G. Il y a ensuite un bonus bâtiment basse consommation, donc pour les bâtiments peu énergivores. Un forfait rénovation globale pour les ménages dont les revenus, qui ont des revenus intermédiaires ou supérieurs, afin de les encourager à réaliser des bouquets de travaux, donc c'est-à-dire un ensemble de travaux plus importants. Et enfin, un forfait assistance à maîtrise d'ouvrage pour les ménages souhaitant se faire accompagner dans la réalisation de ces travaux. Ce dispositif donc est prévu à la fois pour les propriétaires de maisons individuelles ou d'habitat ou personnes qui sont en habitat collectif. Les travaux réalisés donc qui peuvent être réalisés donc dans ce dispositif sont les travaux d'isolation, de chauffage, de ventilation, mais aussi tous les audits énergétiques. Les travaux doivent être réalisés par des entreprises labellisées RGE.
C'est une prime forfaitaire qui est calculée en fonction des revenus du foyer et du gain écologique permis par les travaux. Voilà, surtout en fonction des revenus. Voilà. Vraiment et maintenant, il y a des plafonds de revenus. Voilà, plafonds de revenus. Pour avoir droit à, à ma prime rénov'. 4 types de profils selon les revenus avec des couleurs associées, donc du plus modeste au plus aisé, donc bleu, jaune, violet, rose. Vous avez sur Internet des simulateurs qui vous permettent de savoir à quel profil vous correspondez et à quel niveau d'aide vous pouvez prétendre. Donc, je le disais, le CITE donc, a vocation à disparaître. Il sera remplacé par ma prime rénov', voilà, progressivement. Mais il reste quand même sur quelques petits dispositifs, notamment pour l'installation des systèmes de charge de véhicules électriques. Donc, ça fait partie quand même de ce qu'on appelle verdissement des mesures apportées par la loi de finances. Donc, pour permettre aux contribuables de passer aux voitures électriques. Donc, ce dispositif a été mis en place. Donc, qui peut y prétendre? Toute personne physique domiciliée en France, sans condition de revenu, ça c'est assez rare. Même pour des résidences secondaires, à partir du moment où il n'y a pas de location, même saisonnière. Donc résidence principale plus résidence secondaire. C'est ça. 2 installations par logement pour les couples, donc possibilité de 4 installations au total si jamais il y a une résidence secondaire. Le système doit répondre à des caractéristiques techniques précisées par arrêté ministériel. Les dépenses prises en compte concernent à la fois l'achat et la pose du matériel. Les dépenses doivent être exposées entre 2021 et 2023. Le crédit d'impôt est égal à 75% du montant des dépenses, mais ne doit pas dépasser 300 € par système de charge. Donc, en tout, on peut espérer obtenir au maximum un avantage fiscal de 1 200 € si le couple a 2 résidences. Et bien évidemment, comme d'habitude, conservation des factures obligatoires sous peine de reprise de l'avantage fiscal. Et alors, à la marge, le CITE donc est maintenu pour l'installation de foyers fermés ou d'inserts, pour les dépenses donc payées en 2020, mais aussi pour toutes les dépenses qui auront été engagées en 2019 ou 2020, c'est-à-dire s'il y a des acomptes qui ont été versés et que les travaux sont réalisés en 2021. Là, le montant maximum sera de 600 €. Ensuite, nous allons vous parler du dispositif Pinel. Le dispositif Pinel, donc, qui est prorogé jusqu'au 31 décembre 2024 avec un abaissement progressif du taux de réduction de l'impôt sur le revenu en 2023 et 2024. On va y revenir. Donc, c'est un dispositif qui est très apprécié des Français pour une défiscalisation immobilière. Il s'agit déjà de la 3e reconduction du dispositif. Donc, il devait s'arrêter au 31 décembre 2021, il est prorogé jusqu'au 31 décembre 2024. Petite présentation rapide pour ceux qui le connaissent pas ou qui ont besoin de se rafraîchir la mémoire. Donc, le dispositif Pinel, donc investissement immobilier, réalisé par des personnes physiques qui achètent directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une société qui n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés, un logement en vue de sa location. Les investissements concernés donc sont relatifs au logement acquis neuf, au logement acquis en l'état futur d'achèvement, donc la fameuse VEFA, les logements que le contribuable fait construire, ceux qui font aussi l'objet de travaux concourant à la production d'un immeuble neuf, les travaux de transformation aussi de locaux qui auparavant n'étaient pas à usage d'habitation, mais le deviennent suite aux travaux, aux locaux vétustes qui font l'objet d'une réhabilitation en vue de leur permettre d'acquérir des performances énergétiques proches de logements neufs. Donc, comme nous l'avons dit tout à l'heure, locaux affectés à l'habitation. Il y a une éco-conditionnalité, une fois de plus, il y en aura maintenant systématiquement. Donc, en ce qui concerne la performance énergétique des immeubles, les immeubles neufs ou acquis en VEFA doivent respecter obligatoirement la réglementation thermique 2012, donc la RT 2012. Et pour les autres logements, il faut que les logements respectent l'exigence de la norme pour au moins 2 des 4 cas suivants: isolation de la toiture, mur extérieur,
ainsi que fenêtres, système de chauffage, de production d'eau chaude, sanitaire. Les immeubles doivent être situés en France, dans certaines communes, donc qui sont listées par arrêté ministériel, pardon, là où il y a un véritable déséquilibre entre l'offre et la demande de logement. C'est un engagement de location qui doit être pris par le propriétaire, engagement de location nue à titre de résidence principale. Ça peut même être loué à un ascendant ou un descendant. Et cet engagement, il est limité dans le temps. Donc, on peut prendre un engagement de location d'une durée de 12 ans maximum, soit en débutant avec un engagement sur 6 ans, avec une prorogation 2 fois 3 ans, ou initiale de 9 ans, avec une prorogation de 3 ans, voilà, pour arriver à 12 ans maximum. Le montant des loyers doit être plafonné. Là aussi, il y a un plafond qui est fixé tous les ans, et les locataires doivent répondre à certaines conditions de ressources, là aussi. Évolution tous les ans de ces ressources. Voilà ce qu'on peut dire pour en fait présenter le système. Ce qui va changer, ce qui change à partir de 2021, comme je vous l'ai dit, c'est un abaissement progressif des taux de la réduction à compter de 2023 et 2024. Donc, vous pouvez regarder sur le tableau quels sont les taux applicables en 2021 et 2022. Vous voyez que, en effet, il y a une sévère diminution de l'avantage fiscal. Pourquoi? Parce que Bercy planche en ce moment sur un nouveau dispositif qu'il aimerait plus efficient, et le Parlement attend d'ici la fin du mois de mars un rapport justement précisant quel pourrait être ce nouveau dispositif, avec un engagement des investisseurs institutionnels plus marqué. Chose importante aussi, il y a un recentrage du dispositif sur l'habitat collectif, en tout cas pour tout ce qui va être locaux, enfin logement neuf, et pas pour l'ancien. Voilà. Et dernière petite chose, les taux actuels pourront être maintenus en 2023 et 2024 si les logements sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, ou si les logements respectent un niveau de qualité supérieur à la réglementation en matière de performance énergétique et environnementale. Voilà. Alors, j'en profite pour dire qu'il y a toujours en parallèle le dispositif de Normandie. Hein, qui, lui, continue son rythme classique. Hein. Il n'y a pas eu de réforme en ce qui concerne le dispositif de Normandie. Les modifications qui touchent le Pinel ne touchent pas le dispositif de Normandie. Ensuite, en ce qui concerne la souscription numéraire au capital des PME, alors, là, on est sur une réduction d'impôt qui existe depuis un certain nombre d'années. On l'appelle la réduction Madelin pour toutes les souscriptions au capital de PME. Alors, il y a des conditions qui sont très particulières. L'avantage fiscal était de 18%, donc réduction d'impôt à hauteur de 18% des sommes versées, qui a été rehaussée par la loi de finances pour 2020 à 25%. L'État a voulu proroger donc le dispositif avec 25% jusqu'au 31 décembre 2021, mais l'État reste dans l'attente d'une réponse positive de la Commission européenne, parce que ce sont des aides qui peuvent être considérées comme des aides, enfin qui sont considérées comme des aides d'État, et l'État a l'obligation de demander l'aval de la Commission européenne pour pouvoir le maintenir. Donc là, on est encore un peu dans le flou là-dessus, vu que l'aval n'est pas intervenu. Enfin, moi, je ne l'ai pas vu passer encore. Non, pas encore. Bon, ce dispositif de majoration de 25% du crédit d'impôt lorsqu'on investit dans le capital d'une PME, hein, c'est simplement fait pour inciter les gens à investir et à renforcer les capitaux propres des entreprises qui en ont bien besoin en ce moment. Voilà, on continue donc sur la fiscalité des particuliers. Alors là, on ne va pas parler de la loi de finances pour 2021, c'est un rappel par rapport à notre dernière intervention au mois d'octobre sur la loi de finances les lois de finances rectificatives, et là plus particulièrement la 3e loi de finances rectificative pour 2020. Il s'agit d'un dispositif temporaire d'exonération des droits de mutation à titre gratuit en faveur des dons familiaux en pleine propriété de sommes d'argent d'un montant de 100 000 €. Alors, qui doivent être affectés d'une certaine manière. Donc, 3 types d'affectation.
On reviendra sur la première tout à l'heure. La création ou le développement d'une entreprise d'au moins 50 salariés dont la direction est assurée par le donataire. La construction de la résidence principale et les travaux de rénovation énergétique. Donc, ces travaux-là sont ceux qui sont concernés par MaPrimeRénov' dont j'ai parlé tout à l'heure. On ne pourra pas prétendre aux deux en même temps. Non, alors, alors, voilà. si on a eu droit à MaPrimeRénov', donc la prime versée par l'ANA, on ne peut pas bénéficier en même temps de ce système. Là aussi, le choix devra être bien calculé. Bien calculé. Exactement. Alors pourquoi on insiste un petit peu là-dessus? Parce que on vous a dit que c'est un dispositif temporaire, mais il arrive très vite à expiration, puisque le dispositif ne s'applique qu'aux sommes versées entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021. Donc ça va arriver très rapidement. Précision donc sur les sommes affectées à la création ou développement d'une entreprise. Donc c'est la souscription au capital initial ou en fait non. Il faut que le donataire, donc celui qui reçoit la somme, investisse donc dans une entreprise, donc dans une société, au capital donc capital initial ou lors de la souscription d'augmentation, enfin participation à une augmentation de capital. Voilà, les conditions pour en bénéficier. Il faut que le donataire reste durant les 3 ans qui suivent la souscription. Donc il exerce toujours son activité professionnelle au sein de la structure, ou si la société est à l'impôt sur les sociétés, qu'il exerce un mandat de direction. Voilà, la société, elle doit avoir moins de 5 ans, elle ne doit pas être issue de concentration, elle ne doit pas encore avoir distribué de dividendes. C'est-à-dire une société dite européenne, donc PME, installée en France ou dans l'Union européenne ou dans l'espace économique européen. Voilà, je crois qu'on a fait le tour là-dessus. Oui, alors j'ai quelque chose à rajouter là-dessus et qu'on n'avait pas évoqué la dernière fois. Tous ces dispositifs d'incitation pour des donations, il faut les faire quand même dans le cadre de ce qu'on appelle de donation-partage, parce qu'il y a l'aspect fiscal, certes, avec les exonérations ou les abattements qui vont avec, mais il faut également voir l'aspect civil. Parce que ces formes de donation, si elles s'inscrivent pas dans le cadre d'une donation partage, peuvent se révéler catastrophiques à la succession, lors de l'ouverture de la succession du ou des donateurs. Donc, à bien faire attention à ça, ne pas être polarisé par l'avantage fiscal. On peut profiter de cet avantage fiscal, faire des donations, mais ces donations doivent être bien faites et maîtrisées dans le cadre d'une donation partage en allant voir tout simplement son notaire. Sachant que le montant de 100 000 €, c'est un montant par donateur. Oui. Donc un même donateur peut diviser, par exemple, s'il a 2 enfants, 50 000 et 50 000 auprès de son enfant. Pour essayer justement d'égaliser un petit peu les choses. Tout à fait. Et bien faire ça dans le cadre d'une donation partage, j'insiste. Exactement. Dernière chose en ce qui concerne la fiscalité des particuliers, c'est toujours là-dessus, mais chose importante, la loi de finances pour 2021 avait prévu une modification en fait de ce seuil, de ce montant maximum. Donc il était question qu'il passe à 200 000 € au lieu de 100 000 €. Certains députés l'avaient voulu, puis ça n'a pas été voté. Alors, ça a été validé devant la commission et ensuite rejeté en 2e lecture par l'Assemblée nationale. Tout à fait. Donc, ça restera 100 000 €. Dernière chose, ce régime peut être combiné avec ce qui existe déjà, savoir les abattements personnels, 100 000 € par parent, par enfant, donc pour les donations en ligne directe, et pour avec les dons familiaux de sommes d'argent dans la limite de 31 865 € à condition que le bénéficiaire soit un enfant majeur et que le donateur ait moins de 80 ans. Oui, tout à fait. Les donations Sarkozy. C'est ça. Je te laisse la parole pour la fiscalité des entreprises. Alors, en ce qui concerne la fiscalité des entreprises, donc là, nous avons évoqué ce que nous considérons comme étant les mesures phares, à savoir que, je vous rappelle, lorsque le gouvernement a présenté son projet de loi de finances pour 2021, son obsession était de baisser les impôts dits de production. Bon. Alors, certaines mesures, certes, vont dans ce sens, mais je dirais que c'est quand même une baisse
on va dire, plus mesurée, et que pour moi, les principales mesures incitatives concernent la CET, la contribution économique territoriale, comme je vais vous le présenter tout à l'heure. Alors, première mesure phare en ce qui concerne la fiscalité des entreprises, c'est le taux réduit de l'IS de 15% qui normalement bénéficie à hauteur de 38 120 € de résultat fiscal aux entreprises présentant un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 7 630 000 €. Désormais, pourront prétendre à ce taux de 15% sur un résultat de 38 120 € les entreprises dont le chiffre d'affaires n'est plus inférieur ou égal à 7 630 000 €, mais inférieur ou égal à 10 millions d'euros. Un petit rappel pour ce taux de réduit d'IS, il faut que le capital de la société soit entièrement libéré. J'insiste parce que je vois quelquefois des gens calculer un taux réduit sur un capital de société qui n'est pas entièrement libéré. Et autre rappel également important, c'est qu'il faut que au moins 75% du capital qui veut prétendre à ce taux de 15% soit détenu par des personnes physiques ou par une structure elle-même détenue à hauteur de 75% par des personnes physiques. Deuxième mesure importante, c'est la réévaluation libre des immobilisations corporelles et financières. Alors, en quoi consiste ce dispositif? C'est-à-dire que pour améliorer les fonds propres, les capitaux propres de la société, on va essayer de réévaluer ces actifs immobilisés, pas tous les actifs immobilisés, seulement les immobilisations corporelles et financières, c'est-à-dire que on ne pourra jamais revaloriser librement ces actifs incorporels tels que la valeur fonds commercial et tous les droits de propriété intellectuelle qui sont immobilisés à l'actif de l'entreprise. Alors, comment cela se passe-t-il? Alors, normalement, lorsque je procède à une réévaluation libre, comptablement, dans mes capitaux propres, j'ai un nouveau poste qui apparaît, qui est le poste écart de réévaluation. Pour le comptable, lorsqu'on revalorise ses actifs, cela ne crée pas un produit comptable, puisque ce produit est comptabilisé dans les capitaux propres. Or, la fiscalité a une approche un peu plus sévère. On a une règle qui est un peu plus sévère, c'est-à-dire que, sans rentrer dans les détails, toute variation de l'actif net entraîne forcément un produit imposable supplémentaire et taxable. Donc, normalement, lorsque je procède à la réévaluation de mes actifs, de mes obligations corporelles et financières, cet écart-là doit être immédiatement taxé. Bon. Évidemment, pour inciter les gens à faire ce genre d'opération, ce qu'il est prévu, ce n'est pas une exonération totale de cet écart de réévaluation, mais un dispositif qui va lisser la taxation de cet écart de réévaluation. Alors, le principe est le suivant. Pour toutes les revalorisations faites sur des immobilisations amortissables, nous allons réintégrer cet écart de réévaluation par part égale sur une durée de 15 ans en ce qui concerne les constructions, agencements et aménagements. Et cet écart sera à réintégrer de manière par part égale sur une durée de 5 ans pour les autres immobilisations. On peut également procéder à des réévaluations en ce qui concerne les immobilisations dites non amortissables, et c'est lorsque à l'actif on a par exemple un terrain qui est bien une immobilisation non amortissable. L'écart de réévaluation par rapport à cette immobilisation non amortissable ne sera pas taxé, mais il sera placé en sursis d'imposition, c'est-à-dire qu'au moment où je vendrai ce terrain, il faudra que je réintègre dans ma plus-value cet écart qui est en sursis d'imposition. Voilà. Donc, réévaluation libre, mais réévaluation qui n'est pas exempte, exonérée de toute taxation. Au contraire, on lisse les taxations sur les exercices à venir. Alors évidemment, pour faire ce genre d'opération, il faudra déclarer ces écarts de réévaluation et faire les opérations de réintégration sur la déclaration des bénéfices et particulièrement sur un état qui sera à joindre à sa déclaration de résultat.
troisième dispositif que nous allons vous présenter, toujours dans cette optique d'amélioration des capitaux propres de l'entreprise, c'est le rétablissement temporaire du dispositif d'étalement de la plus-value lié à une opération de cession-bail ou leaseback d'un immeuble. Alors, c'est un dispositif qu'on vous avait déjà présenté dans notre première intervention, mais qui nous a été précisé dans cette loi de finances pour 2021. En quoi consiste ce dispositif de leaseback? Je suis une entreprise, j'ai à mon actif un immeuble qui sert à mon exploitation, j'insiste, hein, ce dispositif de leaseback ne concerne que l'immobilier d'exploitation. J'ai besoin de trésorerie, donc moi en tant qu'entreprise, je vais vendre mon immeuble à ce qu'on appelle un crédit bailleur, ce qui est souvent un organisme bancaire. Et dans le cadre, et moi, en tant que crédit preneur, et dans le cadre du crédit bail que je vais conclure avec mon crédit bailleur, je vais payer un loyer. De manière, souvent c'est des loyers trimestriels, et ce loyer, je vais le payer le temps de la durée du contrat de crédit bail qui ne pourra excéder 15 ans, et au bout de 15 ans, si le contrat de crédit bail le prévoit, et en général il le prévoit, je peux procéder à une option de rachat de l'immeuble pour que je redevienne plein propriétaire de mon immeuble. Alors évidemment, cette opération-là de leaseback, elle implique donc bien une vente de l'immeuble d'exploitation au crédit bailleur, et qui dit vente dit retrait d'actifs et dit en fiscalité plus-value et plus-value taxable. Alors, ce que prévoit le dispositif, c'est que cette plus-value ne sera pas immédiatement taxable, elle sera étalée sur la durée du contrat de crédit bail qui ne peut excéder, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 15 ans. Et cette réintégration se fera par part égale sur ces 15 années. J'insiste, ce dispositif ne concerne que les immeubles d'exploitation et non les immeubles de gestion de son propre patrimoine immobilier. Hein, donc les sociétés qui ne sont créées que pour gérer leur propre patrimoine immobilier dans un but purement patrimonial ne peuvent prétendre à ce dispositif de leaseback. Enfin, particularité, le gouvernement a voulu étendre la possibilité d'utiliser ce dispositif, notamment lorsque dans les groupes de sociétés, il y a souvent une société qui peut être une société holding ou une société dévolue à cet effet, ce qu'on appelle une foncière, où l'immobilier n'est pas détenu directement par l'entreprise qui exerce son activité, mais par une autre société, une société souvent holding, qui la détient de manière majoritaire. Et avant, dans le premier dispositif de leaseback qui a existé entre 2009 et 2012, une société holding qui n'exploitait pas l'immeuble et qui était détentrice de l'immeuble d'exploitation ne pouvait pas opérer ce genre de refinancement par cession par leaseback. Or maintenant c'est possible, c'est-à-dire qu'une holding va pouvoir céder par leaseback un immeuble dans lequel une de ses filiales exerce son activité, et elle pourra, la holding donc pourra louer, continuer la location de cet immeuble à sa filiale de manière tout à fait normale. Alors en ce qui concerne ce dispositif de leaseback immobilier ou de crédit bail immobilier, ce dispositif sera applicable pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2023, à condition qu'il y ait eu un accord préalable de financement accordé par le crédit bailleur du 28 septembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2022. La CVAE, alors, vous avez déjà évoqué ce dispositif dans notre première intervention. C'est là où, à mon avis, il y a la mesure la plus forte, la plus favorable pour les entreprises, c'est la baisse du taux de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, c'est-à-dire que tous les taux seraient, il y a un barème et tous les taux afférents à ce barème seraient divisés par 2.
Alors pourquoi? Tout simplement parce que dans la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, il y a une part qui est dévolue aux régions. Et cette part-là va disparaître, c'est-à-dire que les régions n'auront plus droit à leur part, à leur quote-part, à leur fraction de ces CVAE à compter de 2021. Alors tout cela sera contrebalancé par un jeu de chaises musicales, c'est-à-dire ce que je perds d'un côté, je le récupère de l'autre, et notamment une partie de la TVA va être affectée aux régions justement du fait de la disparition de la part régionale dans la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Du fait de la division de ce taux de CVAE par deux, alors je vous rappelle, hein, le taux marginal supérieur d'imposition en matière de CVAE est de 1,5, donc il va être divisé par deux, il va passer à 0,75. Et en contrepartie de ça, plein de choses vont être divisées par deux. Par exemple, le taux minimal de CVAE, lorsque, par exemple, on est un professionnel et qu'on ne loue qu'un taux minimal, lorsqu'on est un professionnel et qu'on a un chiffre d'affaires qui est inférieur à 500 000 euros, on a un taux minimal de CVAE qui est de 250 euros, qui passera à 125 euros. Voilà. Sachez que cette réduction du taux de CVAE va être s'appliquer dès 2021, notamment pour les acomptes que l'on paie en juin et septembre 2021. Par contre, on est bien d'accord que la CVAE pour l'exercice 2020 n'est pas concernée. Donc, lorsque vous réglerez votre solde de CVAE en mai, le dispositif que je viens de vous présenter ne s'appliquera pas. On sera toujours sous le régime des anciens taux de CVAE. En ce qui concerne également toujours la contribution économique territoriale, vous avions présenté ce dispositif la dernière fois, c'est la baisse de la valeur locative des établissements industriels et notamment la réduction de moitié de l'évaluation comptable de la valeur locative des établissements industriels. Alors ça, c'est une mesure très très importante parce que je pense que c'est même l'une des plus importantes parce que les établissements industriels ne sont pas très favorisés, on va dire, en ce qui concerne la CFE et taxe foncière du fait de la méthode d'évaluation de leur valeur locative. Il y a eu beaucoup de contentieux là-dessus. Sachez que parmi les entreprises, il y a deux grands modèles d'évaluation de la valeur locative des entreprises. Il y a ce qu'on appelle le modèle U, c'est-à-dire modèle de valorisation en fonction des actifs affectés, des actifs immobiliers de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle le modèle d'évaluation de la valeur locative des établissements industriels. Et il y a ce qu'on appelle la méthode propre aux locaux professionnels, où c'est une méthode par comparaison. Bon, la méthode d'évaluation de la valeur locative des établissements industriels est particulièrement injuste dans le sesse où, pour calculer la valeur locative, on retient tous les actifs immobiliers, on applique un taux d'intérêt qui était de 8% jusque-là, et on ne peut pas discuter, on ne peut pas dire que cette valeur locative vaut moins que ce calcul très sévère. Bon. Donc, le gouvernement a tenu compte de cette distorsion entre les entreprises qui relèvent de la méthode U et celles qui ne relèvent pas de la méthode U et a décidé de réduire de moitié ce taux d'intérêt en le passant notamment de 8% à 4%, ce qui devra donc diminuer de moitié la facture en ce qui concerne la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Le remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits, ça aussi c'est toujours pour favoriser la trésorerie des entreprises. Le report en arrière des déficits, c'est ce qu'on appelle les créances de carry-back, c'est-à-dire j'ai des déficits fiscaux sur l'exercice 2020, mais sur 2019, j'ai eu un résultat fiscal. Donc, je peux obtenir un crédit d'impôt en imputant mon déficit de l'année 2020 sur les exercices excédentaires précédents. Bref.
par rapport à ça, avant, lorsqu'on avait une créance de report en arrière des déficits, on ne pouvait en obtenir, on pouvait l'imputer sur les exercices futurs dès lors qu'on avait du résultat fiscal et de l'impôt. Mais si on n'avait pas pu, sur les 5 années futures, et sur les 5 exercices précédents, on n'avait pas pu imputer cette créance de report en arrière des déficits, au bout de 5 ans, on pouvait en demander le remboursement. Là, le gouvernement, compte tenu de la situation difficile des entreprises, a dit, écoutez, pour les créances de report en arrière des déficits qui remontent au plus tard, on va dire à l'exercice 2015, vous pouvez en obtenir directement le remboursement sans attendre l'expiration du délai de 5 ans, c'est-à-dire qu'en 2020, on pourra demander le remboursement de ces créances de carry-back afférents aux exercices 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 immédiatement lorsque vous déposerez votre déclaration de résultats pour l'exercice 2020. Petite mesure, une mesurette, toujours dans le cadre de cette politique de verdissement, c'est le crédit d'impôt pour la rénovation énergétique des locaux des PME. Alors, vous dites très bien pour les locaux des PME. Alors, c'est pas pour n'importe quel local, désolé, c'est pour les locaux, les bâtiments à usage tertiaire. Voilà, c'est donc c'est par exemple, ce ne sera pas pour le local sur lequel vous avez toutes vos machines-outils, où vous entreposez. Non, ce sera que pour vos bureaux. Alors, ce crédit d'impôt s'élèvera à 30% du prix de revient des dépenses avec un plafond de 25 000 €. Alors, quelles dépenses de rénovation énergétique? Nous sommes bien évidemment dans l'attente d'un arrêté qui va fixer la liste de ces équipements qui vous donneront droit à ce crédit d'impôt. Et les dépenses de rénovation devront être engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31/12/2021. Voilà. Après, en ce qui concerne la fiscalité des entreprises, les bailleurs, voilà. Alors ça, on en a beaucoup parlé. Ce sont toutes les incitations les incitations en faveur des bailleurs pour qu'ils renoncent à percevoir les loyers, puisque tout le monde est au courant et a eu conscience que beaucoup de locataires, du fait de la pandémie, n'ont pas pu exercer leur activité, mais qu'ils avaient malheureusement l'obligation de payer leur loyer. Alors, à l'heure actuelle, suite au vote de la loi de finances, il y a 2 dispositifs fiscaux au profit des bailleurs pour les inciter à renoncer à percevoir les loyers. Alors, le premier dispositif, c'est un rappel. C'est un rappel puisque ce dispositif avait été déjà mis en place, je crois que c'est la deuxième loi de finances, rectificative pour 2001, lequel dispositif a été prorogé jusqu'au 30/06 de 2021, c'est-à-dire que pour le bailleur qui renonce à percevoir ses loyers, il y a possibilité pour lui de déduire fiscalement de son résultat fiscal les loyers pour lesquels qu'il renonce à percevoir, dès lors que, de l'autre côté, on est bien d'accord, si je renonce à percevoir les loyers d'un côté, ça crée un produit imposable de l'autre côté chez le locataire, mais bon, souvent, malheureusement, on dira que le locataire sera en déficit et aura des déficits fiscaux, des pertes fiscales, et que le produit qu'il devra déclarer au titre de cet abandon de loyer qui lui a été consenti ne viendra pas manger tous ces déficits, tous ces pertes. Ce dispositif de déductibilité des loyers que l'on renonce à percevoir ne peut être actionné que si le bailleur n'a aucun lien, il n'y a aucun lien de dépendance entre l'entreprise locataire et le bailleur.
Alors, c'est un dispositif particulièrement désavantageux lorsque une holding qui détient la quasi-intégralité de sa filiale et qui loue à sa filiale un immeuble d'exploitation qu'elle détient à son actif. Malheureusement, au vu des conditions très strictes du dispositif, la société holding ne pourra pas prétendre à la déduction de l'abandon de loyer qu'elle aurait consenti à sa filiale. À ce dispositif donc, qui a été prorogé mais qui avait été initié par la deuxième loi de finances rectificative, s'est ajouté un deuxième dispositif mais momentané qui ne concerne que les abandons de loyer consentis sur le mois de novembre 2020, uniquement sur le mois de novembre 2020. Pourquoi sur le mois de novembre 2020? Tout simplement parce que ça correspond à la deuxième période de confinement, hein, de la période de reconfinement. Donc, c'est un dispositif prévoyant de manière exceptionnelle et uniquement sur les loyers qui auraient été abandonnés au titre de novembre 2020. C'est un dispositif prévoyant un crédit d'impôt pouvant aller jusqu'à 50% des loyers abandonnés et cet abandon devant être réalisé au plus tard le 31 décembre 2021. Alors, ce dispositif qui ne concerne que novembre 2020 ne concerne que les entreprises pour lesquelles qui ont subi une interdiction d'accueil au public. Hein, voilà, déjà d'une part. Et ces entreprises locataires doivent avoir un effectif de personnel inférieur à 5000 salariés et surtout elles doivent justifier de ne pas avoir été en difficulté au 31 décembre 2019. Donc, toutes ces conditions doivent être respectées par le locataire pour que le bailleur puisse consentir son abandon de loyer et prétendre au crédit d'impôt sur cet abandon de loyer. Et autre condition qui... alors, la condition qui n'apparaît pas, c'est la condition qu'on avait évoquée tout à l'heure pour l'autre dispositif d'abandon des loyers, c'est la condition liée à l'absence de lien de dépendance. Apparemment, le législateur est moins regardant sur cette condition-là. On ne sait pas trop pourquoi. Pourquoi, dans un cas, on exige l'absence de lien de dépendance et dans l'autre cas, moins. Donc ça, ce sera à voir par rapport aux éventuelles informations ou, de la doctrine administrative. Hein. Voilà. Alors, le dispositif de crédit d'impôt est un petit peu différent en fonction du nombre du personnel de l'entreprise locataire. Si l'entreprise locataire a moins de 250 salariés, le crédit d'impôt est égal à 50% du montant total des abandons de loyer. Il n'y a pas de plafonnement sur novembre, on est bien d'accord. Par contre, si le personnel, le nombre de salariés est compris entre 250 et 5000 euros, et 5000 personnes, pardon, le crédit d'impôt est égal à 50% calculé sur les 2/3 du montant des loyers abandonnés. Voilà, petite différence entre les deux situations. Alors, dernière précision en ce qui concerne la fiscalité des entreprises avant d'évoquer la TVA. Il va y avoir pas mal de choses à dire là-dessus. Oui. Il y a une prorogation jusqu'au 31 décembre 2022 de certains, des régimes d'exonération zonés, donc ZFU, ZRR, tous ces différents dispositifs donc, qui permettent aux sociétés ou aux entreprises de s'implanter dans des zones zonées avec des avantages fiscaux. Voilà, avec des avantages fiscaux notamment, pas d'imposition sur les sociétés ou sur le revenu pendant un certain nombre d'années. Voilà. Après, ça décroît. Exonération en matière de CET également. Exactement, voilà. Donc, prorogation jusqu'au 31 décembre 2022. C'est souvent prorogé d'ailleurs. Tout le temps. C'est tout le temps prorogé. Voilà. Et chose à laquelle on ne s'attendait pas trop, a priori, une réduction avant une suppression en 2023 de la majoration de 25% en cas de non-adhésion à une association de gestion agréée ou à un centre de gestion agréé. Donc, pour rappel, depuis l'imposition des revenus 2006, tous les professionnels qui sont imposés sur un régime de bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles, soumis à un régime réel d'imposition, doivent obligatoirement, donc sous peine de majoration de leurs revenus, être affiliés à un centre de gestion agréé ou une association de gestion agréée. Et là, donc, on a une diminution
à compter de cette année, de cette majoration qui sera de 20% pour l'imposition des revenus 2020, 15% pour 2021 et 10% pour 2022 avant une suppression totale en 2023. Donc, se pose la question de l'avenir, notamment de ces centres de gestion agréés et de leur pertinence. Alors, certains développent une activité de formation à la comptabilité et à la gestion des entrepreneurs. Donc, bon, on espère que ça sera toujours un plus qui permettra à ces entreprises, ces centres de perdurer parce que l'avantage fiscal ne sera plus là. Ouais. Voilà. Tout à fait, progressivement. Exactement. On va parler de TVA ? Oui, c'est le gros morceau. Alors, la TVA, bon. Voilà. Alors, les réformes les plus importantes finalement et celles dont on a le moins parlé, ce sont les réformes concernant la TVA. Il y a une première réforme importante à venir qui est le régime de groupe de TVA. Et surtout, celle sur laquelle j'insisterai davantage, c'est on va bientôt passer à l'ère de la facturation électronique, ce qui aura des incidences en matière de gestion de la TVA. Alors, le régime de groupe TVA, c'est une idée qui vient de Bruxelles. Toutes les réformes, les grandes réformes en matière de TVA sont initiées par Bruxelles. Quel est l'objectif de la mise en place de ce régime de groupe TVA? C'est comme le dit bien le régime, c'est de créer un groupe TVA sur plusieurs entreprises avec un seul assujetti qui sera, on va dire, la société mère du groupe TVA qu'elle aura constitué avec ses filiales. Un groupe TVA, c'est-à-dire que les filiales ne vont plus être considérées comme étant des assujettis à TVA, elles vont se mettre en retrait, qu'il n'y aura qu'un seul assujetti à TVA qui sera leur société mère, ce qui est vraiment une refonte profonde de notre état d'esprit par rapport à l'approche TVA. Donc, une société mère avec ses filiales pourra créer un groupe TVA et c'est cette société mère qui sera l'assujetti unique, qui aura un numéro d'identification groupe et non plus individuel. Est-ce pour autant que les filiales vont perdre leur numéro de TVA? Apparemment, le gouvernement ne le souhaite pas pour pouvoir mieux, entre guillemets, contrôler l'activité de ces entreprises en matière de flux intracommunautaires. Mais lorsque, par exemple, une filiale d'un groupe TVA émettra une facture dans le cadre d'une livraison de biens, d'une prestation de service, elle ne devra pas émettre cette facture avec son numéro de TVA personnel, mais avec le numéro de TVA groupe. Voilà la grosse réforme à venir. Alors cette option, le régime groupe TVA est optionnel, ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire qu'il faudra exercer cette option si elle présente des avantages avant le 31 octobre pour que cette option entre en vigueur au 1er janvier de l'année suivante. Et c'est une option qui sera prise de manière obligatoire sur 3 exercices. Alors, lorsque moi, membre d'un groupe de TVA, quel que je sois filiale ou holding, je répète, lorsque je réalise une prestation de service ou une livraison de biens avec un client, j'émettrai sur ma facture le numéro de TVA groupe. Lorsque un client facturera une prestation de service ou une livraison de biens à n'importe quel membre du groupe de TVA, il faudra que ce client, sur sa facture, mentionne le numéro de TVA du groupe et non pas le numéro de TVA de la filiale. Donc, il y aura dans ce régime groupe un assujetti unique avec un numéro d'identification à la TVA individuelle.
La déclaration de TVA ne sera pas faite finalement par chacun des membres du groupe, mais sera faite par la société tête de groupe. C'est elle qui percevra qui collectera la TVA pour l'ensemble des sociétés du groupe et qui récupérera ou déduira la TVA pour l'ensemble des sociétés du groupe. Et en ce qui concerne le paiement de la TVA, sachez que le paiement de la TVA n'incombera pas uniquement à la société tête de groupe, mais qu'il y aura, en cas de défaillance, une solidarité au paiement de la TVA entre la mère et l'ensemble de ses filiales membres du groupe TVA. C'est une forme de consolidation que l'on connaît bien en intégration fiscale, en matière de CVAE. Sachez que le fait que j'opte pour un groupe TVA, cela n'a aucune incidence. Je le fais avec les filiales que je contrôle, mais je ne suis pas obligé d'y mettre l'ensemble des filiales. Je suis libre de choisir le périmètre du groupe. Ouais, le périmètre du groupe TVA. Et que cette option de groupe TVA n'a aucune incidence sur les autres impôts, notamment l'IS, la contribution économique territoriale. Donc, un groupe pourra à la fois être intégré en matière de TVA, en matière d'impôt sur les sociétés et forcément en matière de CVAE. Voilà. Donc, c'était assez logique, finalement, comme réforme. C'est assez logique. Par contre, ça va être une gestion de la TVA à laquelle nous ne sommes pas encore habitués et nous attendons toujours des précisions de l'administration fiscale et savoir si l'option pour un groupe de TVA sera intéressante. Elle serait intéressante a priori pour les banques et les compagnies d'assurance. Mais voilà, on attend encore les précisions techniques là-dessus. Autre réforme importante en matière de TVA, et c'est celle-ci à laquelle il va falloir que tout le monde se prépare. Cette réforme a été toujours, c'est la réforme de la facturation, la généralisation de la facture électronique et de la transmission des données de facturation et de paiement. Alors, c'est-à-dire que très bientôt, très prochainement, tout ce qui concerne la facturation des prestations de services et des livraisons de biens par des assujettis à TVA devra être faite via cette nouvelle notion qui est la notion de facturation électronique. Et nous allons voir tout le dispositif technique qui est prévu pour que cette facturation électronique s'applique. Alors, comment a été initiée cette réforme sur la facturation électronique? Eh bien, cette réforme a été pondue encore par une directive communautaire qui a posé les cadres et les principes de la facturation, ce qu'on appelle B2B, c'est-à-dire business to business, c'est-à-dire la facturation entre assujettis professionnels à TVA. Et dans ce cadre de cette directive communautaire, cette directive va être, je pense, transposée, mais entre-temps, il y a eu un rapport remis par la Direction générale des finances publiques au Parlement pour mettre en place ce système de facturation électronique. Et la loi de finances pour 2021, elle est là pour donner son autorisation au gouvernement pour légiférer par voie d'ordonnance sur la mise en place progressive de ce système de facturation électronique. Avant d'entrer dans les détails techniques, quels sont les objectifs affichés de cette mise en place de la facturation électronique? Alors, ce que dit le gouvernement, et je pense que c'est une forme d'hypocrisie, vous en conviendrez, c'est que grâce à la facturation électronique, ça va être bénéfique pour les entreprises parce qu'elles n'auront pas à gérer la facturation, elles auront moins de charges lorsqu'elles devront gérer leur facturation, et que la facturation électronique est une réforme totalement bénéfique pour les entreprises. Non, la facturation électronique, c'est un moyen pour l'État de mieux contrôler les flux, disons-le,
Elle annonce cela comme étant une réforme visant à lutter contre la fraude à la TVA, mais c'est surtout, vous allez voir quand je vous présenter le système, c'est un formidable outil de contrôle de la part de l'administration fiscale sur tous les flux et sur toutes les facturations réalisées par les entreprises. Et l'objectif caché, on suppose de cette réforme, c'est que, en sachant tout, l'administration fiscale n'aurait plus besoin de la part des assujettis à TVA qu'ils fassent leur déclaration de TVA, mais que leur déclaration de TVA, du fait du contrôle de l'administration fiscale, serait pré-remplie. Il n'y aurait plus rien en fait à cacher à l'administration fiscale en matière de TVA. Tout se ferait automatiquement. Voilà, donc ce serait un peu un système, on va le dire, hein, de Big Brother, mais voilà, donc au prétexte qu'on veut lutter contre la fraude fiscale, donc on impose ces systèmes de facturation électronique. Alors ce système de facturation électronique, il va se mettre en place de manière progressive, mais il va demander un encadrement, un cadre technique, et ce cadre technique, ça va être par l'apparition de plateformes, de plateformes par lesquelles vont transiter toutes les facturations émises par les assujettis à TVA. Il y aura deux plateformes. Une première plateforme qui sera une plateforme certifiée par l'administration fiscale, qui sera une plateforme totalement privée, qui sera le premier passage obligé, un premier filtre. Et les données de facturation, une fois qu'elles ont passé cette première plateforme, passeront par le biais d'une autre plateforme, qui est une plateforme publique, qui s'appelle Chorus Pro, laquelle plateforme transmettra les données de facturation à l'administration fiscale. Alors, j'ai essayé de résumer comment cela se passera techniquement. Alors, je vous ai mis en vente B2B, c'est-à-dire en vente entre deux assujettis à TVA. J'ai une entreprise A et une entreprise B, lesquelles sont assujettis à TVA sur le marché français. Ce qui va se passer, c'est que l'entreprise A va émettre une facture électronique, laquelle facture électronique va passer via la plateforme privée, qui transmettra les données de facturation, les données de facturation à l'entreprise B. Entre l'entreprise B et la plateforme, il y aura un flux retour, c'est-à-dire que une fois que l'entreprise B aura reçu sa facturation, elle transmettra des données de paiement à la plateforme privée, laquelle plateforme privée va transmettre ces données de paiement à la plateforme publique, et laquelle la plateforme publique transmettra et extraira ce qui intéresse l'administration fiscale, transmettra les données à l'administration fiscale. Donc c'est tout un dispositif de liens électroniques qui va être établi de manière indirecte entre les entreprises relevant de la TVA et l'administration fiscale. En ce qui concerne, par exemple, je vous ai parlé là du système qui va s'opérer entre deux entreprises assujetties à TVA, mais comment fonctionnera le système lorsque une entreprise facture une prestation ou une livraison de biens à un particulier? Les règles ne sont pas évidemment tout à fait les mêmes. Ce qui va se passer, c'est que le particulier recevra toujours une facture, un ticket de caisse de la part de l'entreprise. Mais là, ce que va faire l'entreprise, c'est qu'elle va transmettre directement les données de facturation via non plus la plateforme privée, mais seulement la plateforme publique, va transmettre les données de facturation à cette plateforme publique qui va les transmettre in fine toujours à l'administration fiscale. Voilà, donc en schématisant, toutes les opérations qui seront réalisées par un assujetti à TVA, qu'il fasse une opération avec un autre assujetti à TVA ou avec un particulier, toutes ces opérations-là devront être indiquées sous format électronique via une ou deux plateformes à l'administration fiscale. Nous ne savons pas quelle sera
la régularité de l'obligation des transmissions d'informations, mais sachez que si l'entreprise ne passe pas sous le régime de la facture électronique, et s'il reçoit une facture qui ne lui a pas été remise sous format électronique, il ne pourra pas prétendre à la déduction de la TVA d'amont. Donc, il faudra bien que toutes les entreprises se plient à ces nouvelles exigences de facturation électronique pour pouvoir prétendre notamment à la déductibilité de la facture de la TVA d'amont qui leur sera facturée. Il y a un calendrier, non, qui a été... Alors, le calendrier, tout à fait. Alors, la mise en place de ce système-là va demander du temps et de l'énergie. Il faudra voir avec, notamment, par chaque entreprise, son informaticien pour préparer le terrain. Alors, ce qui va se passer, c'est que dès 2023, il faudra que toutes les entreprises soient à même de pouvoir recevoir des factures sous format électronique. Il faudra vérifier ça pour voir si en 2023 cela fonctionne. Et après, c'est là où on entrera dans le plein jeu de la facturation électronique. Il faudra être en mesure d'émettre des factures électroniques et transmettre ces données de facturation dès 2023 pour les grandes entreprises, 2024 pour les établissements de taille intermédiaire et 2025 pour les PME et TPE. Donc, autant vous dire que cela va arriver très, très vite. Et je vous incite vraiment déjà à préparer en amont cette révolution technique. Donc, c'en est fini de nos dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à la TVA. Nous allons évoquer rapidement les droits d'enregistrement parce qu'il y a une modification qui a été apportée par la loi de finances pour 2021, à savoir une dispense d'enregistrement à compter du 1er janvier de cette année pour les actes constatant l'amortissement ou la réduction de capital de société, l'augmentation de capital, que ce soit en numéraire ou par incorporation de bénéfices de réserve ou de provision, ainsi que l'augmentation de capital dans les sociétés à capital variable lorsqu'elle est constatée à la clôture d'un exercice. Oui. Donc, dispense d'enregistrement. Toutefois, afin de conférer date certaine à ces opérations, les professionnels du droit ou même les contribuables auront sans doute envie intérêt même, voilà, à toujours enregistrer ces actes auprès de l'administration fiscale. Cette faculté sera tout à fait possible, oui. Et ça sera gratuit. Oui, tout à fait. Voilà. Ensuite, nous allons évoquer les aides Covid. Très rapidement. Oui. Donc, la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 donc avait prévu une exonération d'impôts, donc qu'il s'agisse de l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, oui. Ainsi que de cotisations et de contributions sociales sur les aides versées par le Fonds de solidarité. Donc, la loi de finances pour 2021 entérine cela et surtout, rajoute aussi que les sommes qui sont versées par des caisses complémentaires d'indépendants, CNAVPL, CNBF pour les avocats, auront le même traitement à la fois fiscal et social, donc exonération totale pendant toute la durée de la crise sanitaire. Voilà, et on va finir sur le contrôle fiscal. Oui, alors contrôle fiscal, c'est un aparté qui n'a rien à voir avec la loi de finances, mais on souhaite attirer l'attention des gens là-dessus, notamment sur le fait qu'il y a une extension du délai des actions en reprise de l'administration fiscale qui se prescrivent au 31 décembre 2020, extension jusqu'au 14 juin 2021. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus ? Bref rappel des règles, lorsque l'administration initie un contrôle fiscal, elle a un certain délai pour initier ce contrôle fiscal. C'est-à-dire qu'en temps normal, je suis en 2020, ce sera plus simple. En 2020, en temps normal, si j'ai un redressement, un contrôle en matière d'impôt sur le revenu, l'administration fiscale est en droit de contrôler les années 2017, 2018 et 2019.
Or, en 2020, il y a eu la pandémie, personne n'a pu travailler, le contrôleur n'a pas pu travailler, et ce que l'administration a dit, c'est le temps où je n'ai pas pu travailler, ce temps-là, moi, je ne veux pas le perdre, je veux être en droit de pouvoir exercer mon contrôle. Donc, ce temps-là a été, on va dire, neutralisé, on dit suspendu en matière juridique. C'est-à-dire que plus exactement, l'entrée dans le confinement a été décomptée à compter du 12 mars et jusqu'au 23 août 2020, on a dit c'est la fin du confinement. Donc cette période-là a été suspendue. Et dans le cadre des actions de contrôle fiscal, on a décidé que cette période qu'on avait perdue, on allait la rajouter à la période initiale dans laquelle je devais initialement exercer mon contrôle, c'est-à-dire qu'on a rajouté 165 jours pour les actions en reprise de l'administration fiscale qui se prescrivaient au 31 décembre 2020. Donc concrètement, si j'ai mon fait générateur de contrôle est survenu en 2017 dans le cadre d'un contrôle de mon impôt sur le revenu, je pourrais, le vérificateur sera en droit de me notifier une proposition de rectification, non pas seulement jusqu'au 31 décembre 2020, mais jusqu'au 14 juin 2021. Donc attention à cela. Voilà. Et dernière petite chose, donc on revient là sur la loi de finances pour 2021. Le taux de l'intérêt de retard, donc qui est fixé depuis la loi de finances pour 2018 à 0,20% au lieu de 0,40%, donc est pérennisé à 0,2%. Puisqu'il était prévu tous les ans de décider de l'augmenter ou pas, oui. En fait pour tenir compte des taux d'emprunt, tout simplement, des taux d'intérêt de l'État, et étant donné qu'il n'augmente pas depuis 10 ans, l'État considère de manière pérenne que le taux d'intérêt de retard, et donc intérêt moratoire également, restera fixé à 0,2%. Donc j'ai un redressement principal, j'ai ma majoration et j'ai l'intérêt de retard qui sera calculé au taux de 0,2%. Par mois de retard. Voilà, par mois de retard. Voilà, donc c'est fini. L'intervention est terminée. Si vous avez des questions. Merci beaucoup. Je me permets d'intervenir du coup parce qu'il y a beaucoup de questions, donc des personnes qui ont pu suivre le webinaire. Déjà, merci beaucoup pour votre présentation. Alors, on a une première question qui est donc d'Anne-Sophie. Est-ce que les EHPAD sont éligibles pour le crédit d'impôt pour la rénovation énergétique ? Alors, pour la prime rénov ou pour, non, pour le crédit d'impôt rénovation. Alors, normalement, c'est une bonne question puisque normalement, ce sont les locaux affectés au tertiaire, à l'activité tertiaire. Alors, normalement, ce serait que les bureaux. Donc ça, je pense qu'il y aura un distinguo à faire entre ce qu'on appelle, les travaux portés sur les bureaux proprement dits, et les travaux portant sur les locaux d'hébergement ou la cantine ou les choses comme ça, qui, à mon avis, eux, ne pourront pas prétendre au crédit d'impôt de rénovation énergétique. Ok, merci beaucoup pour cette réponse. On a également une autre question. Alors, c'était suite à la présentation slide 10 concernant les dates des abandons de loyers déductibles. Oui. Notre question porte sur savoir si c'est pour les loyers du 15 avril 2020 au 30 juin 2021 ou jusqu'au 30 juin 2020. Non, c'est jusqu'à 2021. C'est pour les... c'est du 15 avril 2020 jusqu'au 30 juin 2021. Hein, c'est pas 2020. Très bien. Ça, c'est pour la déductibilité. Alors attention, hein, on parle bien de déductibilité, c'est pour la déductibilité. Hein. Il y a aussi, vous savez, il y avait ce deuxième dispositif de réduction de crédit d'impôt qui ne s'applique que pour l'abandon de loyer du mois de novembre 2020. Parfait. Bon, je pense que ça répond également à la question de Philippe qui avait également besoin de précision concernant les abandons de loyer. Et puis, je pense qu'on a une dernière question concernant la loi Pinel cette fois. Si l'acquisition est faite en 2021 ou 2022, la réduction progressive rentre-t-elle en vigueur sur 2023 ou cela ne concerne que les biens acquis en 2023 ou en 2024 ? Que les biens acquis en 2023 ou 2024. Ok, parfait. Donc, je pense que c'était les réponses qui étaient sur votre tableau slide. C'est ça, exactement. Que les personnes n'ont peut-être pas tous
tous vus. C'était la slide numéro 6. Parfait, merci beaucoup pour ces réponses aux questions. Bon, j'en ai une dernière, si on peut se permettre. C'est voilà, juste pour savoir si les fonds de garantie vont être prolongés sur 2021. Alors là, ça n'apparaît pas dans la loi de finances. Pour l'instant, on n'a pas d'informations à ce sujet. On le saura au fur et à mesure des interventions du ministre, oui, du Premier ministre. C'est par à-coup, c'est vraiment une période tellement incertaine que voilà, on n'a pas d'informations à ce sujet-là pour le moment. Bon, parfait. Merci beaucoup. En tout cas, c'était la fin des questions. Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour votre patience et votre attention ça, on a un petit sur un sujet qui est assez compliqué. Merci et à bientôt. Bonne journée. Au revoir.